Le constat est simple, dans la majorité des situations où un officier de police ou un officier de gendarmerie a à ouvrir le feu, il le fait de manière réactive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'initiative. Dans 95% des situations, quand un agent ouvre le feu, il le fait en second, c'est-à-dire que l'adversaire a engagé en premier. L'idée ici, l'utilisation des boucliers balistiques, c'est pas de faire les choses plus vite, c'est bien de gagner du temps. Et c'est bien ça dont il est question. L'ensemble des données, l'ensemble des statistiques que je vais évoquer sur cette vidéo s'appuie sur le travail de Centrifuge Training, particulièrement de Blake, donc qui est l'instructeur Ballistic Shield chez Centrifuge Training, donc chez qui on a été se faire certifier. Centrifuge Training, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette société, c'est une des sociétés les plus avancées d'un point de vue entraînement et formation professionnelle aux États-Unis, qui est une approche qui est dite data-driven, c'est-à-dire qu'elle s'appuie majoritairement sur l'utilisation des statistiques et des données. Aux États-Unis, ils ont la culture un petit peu des after action reports, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident qui amène l'ouverture du feu par un officier de police ou pour un quelconque problème, c'est reporté dans un tableau ou c'est rapporté dans un dossier. Et ces dossiers, ils sont accessibles pour la majorité. Je vous mets au défi de trouver l'engagement ou l'usage des armes dans un cadre police ou gendarmerie en France. Oui, on peut finir par le trouver, mais c'est pas aussi simple que ça. Aux États-Unis, en vous baladant un peu sur le net, vous pouvez avoir ces données. Les États-Unis, c'est entre 1200 et 1500 incidents mensuels qui impliquent l'ouverture du feu par un officier de police. Je vous laisse faire le calcul sur une année et je vous laisse faire le calcul sur une décennie. Donc ça fait des centaines de milliers de cas sur lesquels on peut s'appuyer pour isoler quelles sont les choses qui sont redondantes, quels sont les dénominateurs communs, de manière à concentrer nos ressources d'entraînement sur ces petites spécificités qui vont permettre d'augmenter la survivabilité de nos agents et des opérateurs sur le terrain. Dans 54% des cas, les agents qui ont à faire usage de leur arme le font sans utiliser un couvert qui est immédiatement exploitable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu des training scares, des cicatrices d'entraînement qui est lié aux formations et aux entraînements dans un cadre police ou dans un cadre de gendarmerie. De toute façon, c'est tout le monde est un petit peu à la même enseigne. Dans 54% des cas, un agent qui a besoin de faire usage de son arme, il n'exploite pas un couvert qu'il a immédiatement à disposition. Un autre truc important, c'est que dans 88% des cas, lorsqu'un décès survient malheureusement pour un agent, c'est dû à un impact au niveau de la tête, du cou ou de la partie supérieure de la cage thoracique. D'accord ? Donc un petit peu comme on retrouve au niveau du VCQB, c'est cette partie-là qui va sembler plus pertinente de venir protéger en premier lieu si on a l'opportunité de le faire. Et dans 83% des cas, un agent qui vient répondre à une ouverture de feu, donc qui vient engager en seconde de manière réactive, le fait alors qu'il est déjà blessé ou qu'il est en train d'être blessé. Quand on pense au bouclier balistique, on pense souvent au front shield, donc on voit un petit peu dans les colonnes d'assaut pour les groupes d'intervention. C'est le bouclier qu'on va mettre en tête de colonne de manière à pouvoir avancer par exemple dans un couloir, même si on est sous le feu ou autre. Ici, c'est des boucliers qui sont dits plutôt dynamiques, c'est-à-dire que c'est des boucliers individuels. Si on remonte un petit peu l'histoire et qu'on regarde, que ce soit au Moyen-Âge ou même au niveau de l'Antiquité, les boucliers, ils n'étaient pas utilisés de manière collective, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un gros bouclier pour l'ensemble de la troupe. Les boucliers, ils étaient bien individuels. Et l'idée du bouclier ici, c'était de gagner du temps et d'optimiser sa survivabilité en se protégeant ou en minimisant son exposition sur les parties faibles au niveau de sa structure personnelle. Donc pour la suite, le bouclier, il faut vraiment le voir comme un outil, d'accord ? C'est pas une baguette magique, c'est vraiment ce qu'on peut percevoir comme un couvert mobile. C'est quelque chose que je peux valoriser pour me protéger sur des expositions qui peuvent être sensibles au niveau de mon exposition par rapport à la menace. Le but, c'est vraiment de pouvoir réduire l'exposition de manière à pouvoir gagner du temps. Si je gagne du temps, je suis capable de prendre une meilleure décision. Il y a des grands principes qui sont assez simples à respecter. D'abord, on va considérer la mécanique de l'utilisation du bouclier avant l'application, d'accord ? C'est-à-dire qu'on garde en tête que la priorité, ça reste toujours l'utilisation de l'arme qui va être supportée par le bouclier en second, d'accord ? Ça permet de garder les choses relativement simples. La priorité reste toujours à l'arme, puisque c'est l'arme qui va permettre de résoudre le problème si je suis dans une situation où j'ai à ouvrir le feu. Donc c'est bien l'arme en premier et le bouclier en second. Ça ne doit pas modifier ma tactique ou la manière de travailler. Ensuite, on essaie de garder les choses simples, le fameux KISS, un Keep It Simple. Il n'y a pas besoin de venir surcomplexifier les choses. L'idée, c'est qu'on a la manière de travailler sans bouclier, et si j'ai la possibilité de travailler avec un bouclier, je vais venir le faire. Donc il y a différents types de boucliers qui peuvent être utilisés. Donc là, on a un bouclier par exemple avec ce qu'on appelle un viewport, c'est-à-dire qu'on a un oculus qui nous permet de voir à travers. Et ici, on a un bouclier qui n'en est pas doté. Donc chaque bouclier, il a son application qui lui est propre et qui lui est la plus bénéfique possible. Ce type de bouclier, je vais l'utiliser en venant verrouiller mon arme donc sur la partie supérieure, c'est-à-dire que le bouclier, je vais l'utiliser comme la main support. Okay, c'est le bouclier qui va offrir de la stabilité à la présentation de mon arme. Maintenant, ça demande un entraînement qui est spécifique si on ne souhaite pas dégrader de manière trop importante la performance au tir. Ensuite, en termes d'exposition, il est certain que si je me mets face à vous et qu'on imagine un couvert, si je me mets face à vous avec mon arme ici de cette manière-là,
oui, je viens protéger mon torse, je viens protéger une grande partie de mon corps, mais forcément, il y a ma tête qui va rester exposée. Et la tête, c'est forcément l'ordinateur de votre système. Et comme on l'a vu, 88% des décès surviennent à la suite de coups qui sont reçus au niveau de la tête, du cou et de la partie supérieure de la cage thoracique. Donc ça peut être pertinent dans le cadre de groupes d'intervention qui sont équipés par exemple de casques balistiques et de visières balistiques, où ici le bouclier va venir en synergie, va venir en conjonction avec les équipements de tête, de manière à pouvoir protéger l'opérateur de la meilleure manière possible. Maintenant, pour un primo-intervenant, si j'ai besoin de travailler de cette manière-là, on voit qu'on a une grosse exposition qui reste également importante. Ici, les boucliers, comme vous voyez, c'est des formats qui sont réduits, puisque c'est des boucliers qu'on va utiliser à un bras. C'est des boucliers qui sont dynamiques. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se cacher complètement derrière le bouclier comme un front shield, comme je l'ai évoqué en tête de colonne pour venir avancer dans un couloir. Le but, c'est de toujours pouvoir utiliser la tactique, par exemple de progression en milieu clos ou travail autour d'un véhicule. Donc, je vais toujours utiliser le maximum de couverts qui sont à disposition. Et je vais pouvoir utiliser le bouclier pour augmenter ma protection avec un élément de couvert mobile que je suis capable de venir positionner de la meilleure manière possible. Maintenant, dans un cadre primo-intervenant ou dans un cadre police, dans un cadre intervention, il faut garder en tête que vous serez dans la majorité dans des situations où vous allez avoir à engager de manière réactive. C'est-à-dire que sur le territoire national, par exemple, l'engagement du feu par un officier de police, il doit se faire dans un cadre réglementaire, dans un cadre juridique qui est bien précis. C'est ce qui nous amène aussi à constater que 95% des engagements sont faits de manière réactive. Okay, c'est-à-dire que malheureusement, le suspect a déjà eu l'opportunité de m'engager, l'adversaire m'a déjà engagé avant que je sois moi-même en mesure de riposter. Donc ce type de bouclier, il vient, encore une fois, comme je l'ai déjà dit précédemment, supporter la tactique, c'est pas une tactique en soi. On peut s'imaginer aisément derrière un couvert, en train de discuter avec un suspect ou en train de faire mes injonctions. Ici, je vais venir placer un élément de protection balistique entre le suspect et moi. La majorité de mon corps va rester caché ou va rester masqué derrière l'encadrement de porte, derrière le corner au niveau du mur, etc. Et ici, le bouclier va juste me permettre de valoriser ou de préserver l'exposition sur la partie la plus sensible que j'ai au niveau corporel, à savoir ma tête, mon cou et la partie supérieure de ma cage thoracique. Sur ce type de bouclier, on a souvent tendance à retrouver donc un viewport ici en forme de V. Le viewport en forme de V, il est conçu de cette manière-là pour pouvoir exploiter mon arme de la meilleure manière possible. Voilà, comme on le voit ici, je viens bien poser le bouclier dans le creux du coude de ma main forte. Ici, ça vient créer de la stabilité, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir une grosse condition physique pour utiliser ce bouclier à une main, et je suis en mesure de venir utiliser mon arme. Ensuite, au niveau de la position de la lampe, donc il y a différents types de lampes qui peuvent exister. La lampe, elle est souvent placée sur la partie supérieure du bouclier. Pourquoi? Parce qu'elle permet de pousser la lumière à l'intérieur de la pièce. Souvent sur les front shields, donc sur les boucliers de taille plus importante, on a une lampe qui est placée ici au centre, puisque le bouclier a vocation à être utilisé comme une tactique quasiment en soi. C'est-à-dire qu'on va avancer dans un couloir, on va avancer dans un élément d'environnement qui m'expose de manière trop importante. Maintenant, sur ce type de bouclier, si on vient placer ici la lampe en position centrale, on peut l'imaginer parfaitement derrière un couvert. On ne va pas exploiter au mieux le faisceau de la lampe. Donc le fait de placer la lampe sur la partie supérieure, ça va permettre de pousser la lumière à l'intérieur de mon compartiment de terrain, à l'intérieur de ma pièce, quelle que soit la situation. Donc là, je viens forcément vous éblouir. Et là, on peut parfaitement s'imaginer dans cette position, avec la lampe qui est allumée, même si l'ensemble de mon corps est masqué derrière mon couvert, je suis capable de voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Donc ces boucliers-ci, ce sont les Blue Ridge, donc qui nous viennent des États-Unis. Ils existent dans différents formats et avec différents niveaux de protection. Donc là, c'est le plus petit format, qui fait 18 par 24 pouces de mémoire. Celui-ci, il est en classe NHJ 3+, donc 3+ menace spéciale. Donc concrètement, l'ensemble du bouclier est balistique, que ce soit l'Oculus ou que ce soit les panneaux mobiles. On a ici donc des écrous qui peuvent sembler un petit peu agressifs de prime abord, mais qui ont un usage double. Premièrement, ça va servir d'outil de déflexion en cas de tir. Concrètement, si j'ai un impact qui vient taper directement sur mon écrou ici, la munition va être déflectée de manière à pouvoir être stoppée par le bouclier. Et ensuite, je vais pouvoir l'utiliser pour me stabiliser. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement s'imaginer prendre appui derrière un couvert. Donc là, vous allez imaginer un mur qui est face à moi. Si j'ai besoin de me positionner et de commencer à avoir une injonction, une interaction verbale avec un suspect qui peut durer, plutôt que de tenir mon bouclier de bras ferme, le fait de placer contre mon environnement et de venir m'appuyer dessus, ça va permettre de le stabiliser. Et ici, les petits pics vont venir accrocher la surface de manière à éviter que le bouclier glisse de cette manière-là. Et donc pour conclure rapidement de manière synthétique là, sur cette toute petite vidéo qu'on aura l'occasion d'étayer dans le futur, il faut bien comprendre que le bouclier c'est pas une mode, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis que les hommes ont commencé à se foutre sur la gueule, on a développé des armes qui étaient de plus en plus létales et de plus en plus contondantes, et on a développé forcément les protections pour y faire face. Donc aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, quand les hommes ont commencé à s'affronter, on trouvait l'utilisation de boucliers.
Ici, le bouclier, dans le cadre d'un primo-intervenant ou juste d'un professionnel porteur d'armes dans son quotidien, il répond à une réalité qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, l'agent ou le professionnel, il va venir engager en second, d'accord, il sera toujours sur un tir qui sera réactif. Ensuite, il va souvent manquer de couvert par rapport à l'environnement et à la position dans laquelle il se trouve. Ensuite, dans la majorité des cas, il se trouve dans des conditions où la luminosité est réduite. Et comme on le sait, la majorité des porteurs d'armes en France ne sont pas forcément autorisés à utiliser une lampe ou à avoir une lampe sur leur arme de poing. Donc une situation, par exemple, où j'ai à intervenir dans une chambre ou dans un salon avec une luminosité qui est basse à l'intérieur, si j'ai pas de lampe sur mon arme, qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Ici, avec la lampe qui est sur le bouclier, je suis en mesure de venir travailler correctement. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de survivre aux premières secondes à partir du moment où l'engagement a commencé. Quelle que soit la situation, si j'ai mes injonctions, si j'ai mes interactions verbales et que le suspect en fait fait ce que je lui demande, les choses peuvent bien se passer. Maintenant, au moment où les choses tournent mal, il s'agit de survivre aux premières secondes pour pouvoir résoudre le problème de la manière la plus efficace possible.